Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tétrapharmakos, l'émission où l'on explore les carrefours de la pensée, de l'histoire et des civilisations anciennes. Aujourd'hui, nous levons un voile sur un peuple à la fois fascinant et mystérieux, les Étrusques. Leur culture, leur langue et leur origine continuent d'alimenter les débats les plus passionnés. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le grand plaisir de recevoir Bernard Sergent, historien, ancien chercheur au CNRS et spécialiste reconnu des Indo-Européens. Dans son dernier ouvrage, L'Aube des Étrusques, il nous propose une lecture audacieuse et érudite des racines de ce peuple méconnu en mêlant mythologie, linguistique et archéologie. Entre récits fondateurs et hypothèses nouvelles, embarquez avec nous pour un voyage aux confins de la Méditerranée antique, là où se dessinent peut-être les premiers traits de l'identité étrusque. Monsieur Sergent, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes un historien français spécialisé dans le comparatisme indo-européen, agrégé d'histoire, docteur en histoire ancienne et archéologie. Vous avez été chercheur au CNRS et président jusqu'en 2024 de la Société de mythologie française. Parmi vos nombreux ouvrages, on peut citer tout d'abord ceux édités chez Payot, Homosexualité et initiation chez les peuples indo-européens, sortis en 1996, Celtes et Grecs en 2 tomes en 2000 et 2004, Les Indo-Européens, Histoire, langue, mythe, sorti en 2005, puis publié aux Belles Lettres en 2016, Le Dieu fou, essai sur les origines de Shiva et de Dionysos. En 2017, vous avez co-rédigé avec Jean-Loïc Lequellec un dictionnaire critique de mythologie publié chez CNRS Éditions. Et votre dernière publication qui va nous intéresser aujourd'hui, L'Aube des Étrusques, est sortie aux Belles Lettres en avril de cette année. Alors pour commencer, faisons un état des lieux de ce que l'on sait des Étrusques avant de rechercher leurs origines. Monsieur Sergent, pouvez-vous nous dépeindre cette civilisation? Où la localise-t-on et à quelle époque? Bon, alors les Étrusques connus historiquement, ce sont ceux qui habitent la Toscane actuelle, et puis un petit peu le nord du Latium, oui, et qui a été une véritable civilisation tout à fait remarquable par ses œuvres, par ses œuvres, son art. On les repère par les textes, disons, à partir du 7e siècle avant notre ère. Et puis, malheureusement, ils avaient comme voisins les Romains. Ouais. Et les Romains, ils ont démoli cette civilisation étrusque. Ouais. En gros, ça a pris du temps, parce que le pays des Étrusques était divisé en plusieurs cités. Oui. Et ces cités ne combattaient pas toujours ensemble. D'accord. Donc les Romains ont dévoré l'Étrurie par morceaux. Et ça a pris que plusieurs siècles, c'est en gros vers le début de notre ère, que la langue étrusque disparaît. D'accord. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de l'organisation politique et militaire de ces Étrusques. Ces Étrusques, alors, nous la connaissons assez mal parce que nous ne lisons pas la langue étrusque. Elle est écrite dans un alphabet qui est l'ancêtre du nôtre, mais la langue est tout à fait différente. Donc on la connaît mal. Mais enfin, on la connaît parce que les Romains en ont dit. Donc c'était des cités aristocratiques. Il y avait chacune une aristocratie, des nobles qui possédaient les terres, qui possédaient le pouvoir dans les cités, et puis qui composaient des armées lorsqu'elles pouvaient. Ces Étrusques n'étaient pas très guerriers, c'est-à-dire qu'ils ne se battaient pas entre eux. Enfin, on n'a pas d'informations sur des guerres entre cités étrusques. Mais par contre, face aux Romains, ils n'ont pas tenu le coup, quoi. Alors, les femmes ont une place importante dans cette société. Oui. Alors, c'est une des grandes différences entre les Étrusques et les autres peuples connus dans la Méditerranée ancienne. Je dirais que l'écart entre hommes et femmes était beaucoup moins grand, l'écart de statut était beaucoup moins grand qu'à Rome ou encore plus en Grèce. Et les Romains, et encore plus les Grecs, ont écrit leur stupéfaction devant certains comportements qui seraient absolument impossibles chez eux. Par exemple, une femme étrusque était habilitée, était capable, de dîner un soir avec un monsieur qui n'était pas son mari. D'accord. C'était inconcevable à Rome, inconcevable chez les Grecs. Ok, d'accord.
Voilà. Il y avait une certaine liberté. Bon, et puis alors, oui, on peut appeler ça une liberté, mais enfin, je dis que c'est un écart entre masculin et féminin réduit. Hein. Ce qui était autorisé aux hommes tout à fait à Rome ou chez les Grecs, les femmes en profitaient aussi bien chez les Étrusques. Et donc, oui, alors, je parlais des textes, mais il y a aussi l'archéologie qui montre, on a plusieurs sarcophages, il y en a un en tout cas au Louvre, plusieurs sarcophages étrusques, où sur le toit, on a sculpté un couple, un homme et une femme, donc, dans l'attitude des banquets. On sait que les anciens, les Grecs, puis les Romains aristocratiques, faisaient des banquets couchés. Mais à Rome et en Grèce, il n'y avait que des hommes, bien sûr. Les femmes, pendant ce temps-là, étaient dans une pièce derrière, qu'on appelait souvent le gynécée. Et tandis que chez les Étrusques, on voit un monsieur et une dame enlacés qui participent ensemble au banquet. Là aussi, c'est inconcevable à Rome et en Grèce. Alors, parlons de leur économie. On sait qu'ils exploitaient les sous-sols, non ? Alors, oui, vous avez raison. D'abord, c'était fondamentalement des agriculteurs. Les cités étrusques se nourrissaient, chacune avait un terroir qui les entourait et d'où venaient les ressources agricoles. Elles vivaient pour ça largement en autarcie. Mais vous avez tout à fait raison. Dans certains secteurs de l'Étrurie, dans le sud en particulier, il y avait des ressources minières. Il y avait des montagnes qui livraient des métaux. Il y avait l'île d'Elbe qui livrait du fer. Et là, évidemment, les Étrusques étaient insérés dans une économie à l'échelle de la Méditerranée. Et donc, ils faisaient des échanges avec les autres civilisations. Ils échangeaient avec les peuples italiques qui les entouraient, les Romains et d'autres. Ils échangeaient avec les Grecs, ils échangeaient avec les Carthaginois. Enfin, et les Phéniciens aussi. Cet ensemble. Très bien. Alors, parlons des arts de ces Étrusques, parce que quand on voit des peintures ou même la céramique, vous l'avez évoqué, on reconnaît immédiatement cette façon particulière, ses yeux en amande, etc. Oui. Bon, alors l'art étrusque dépend étroitement de l'art grec. D'abord, on sait par des textes, c'est Hérodote qui le dit, que dans les premiers artistes étrusques, il y avait des Grecs. Ensuite, on a pu prouver que les courants esthétiques qui traversent la Grèce ancienne avaient une résultante en Italie. En Italie, enfin en Étrurie, chez les Étrusques. Donc, ils dépendent étroitement des Grecs, et puis certaines de leurs œuvres, je pense par exemple ce qu'on appelle les chevaux de Tarquinia, qui ont été célébrés par différentes personnes. Ces chevaux de Tarquinia, c'est des œuvres étrusques. Mais on croirait, et ça n'aurait pas été trouvé en Étrurie, on serait dit c'est l'art grec. Voilà. Donc ils ont, un point de vue art, ils dépendent des Grecs. Mais vous avez raison, maintenant il y a le contenu. Qu'est-ce qu'ils représentent comme ça ? Ah bah oui, là ils commencent à différer des autres. Ils n'ont pas tout à fait les têtes qu'ont les Grecs ou les Romains, oui. Alors est-ce qu'on a retrouvé beaucoup de traces archéologiques ? Hélas, pas énormément. D'accord. Hélas, pas énormément. Ce qu'on retrouve surtout, et alors là, beaucoup, sont les tombes. Parce que les tombes, en gros, elles étaient à l'abri de l'histoire. Et donc, à Tarquinia, on a des centaines de tombes étrusques. Ailleurs en Étrurie, on en a, je ne dis pas des centaines, mais on a un certain nombre correspondant à certaines cités, etc. En revanche, ce qui était au-dessus de terre a été très généralement démoli au cours des 2 derniers millénaires. Et donc, on a quelques restes de fortifications. On a quelques restes, mais pas beaucoup, de temples. Voilà. Et quant aux demeures, même aristocratiques, elles ne devaient pas être en pierre. D'accord. Alors, vous l'avez évoqué, donc on retrouve beaucoup de tombeaux parce qu'une particularité aussi de cette civilisation, c'est qu'ils inhumaient leurs morts et ils ne les incinéraient pas comme le pratiquaient peut-être les Grecs.
Oui, alors ça c'est compliqué, les Grecs incinéraient de temps en temps et inhumaient d'autres fois. Hein. Oui. Les peuples d'Italie aussi. Mhm. Mais eux, effectivement, les Étrusques, surtout enterraient, oui. Oui. Je prends l'exemple du Tarquinien. Ils faisaient des tombes très en profondeur, pas du tout à 1 mètre en dessous, hein, mais de 3-4 mètres en profondeur, pour que le mort ne soit dérangé par personne. Ils faisaient des tombes peintes, souvent des tombes complexes avec des couloirs unissant plusieurs salles. Enfin voilà, c'était toute une architecture funéraire. Hein, et ça, c'est un des grands traits originaux de cette civilisation. Mais c'est probablement réservé à l'élite, non ? Oh bah oui, absolument. Oui. Encore une fois, c'était une société aristocratique. Oui. D'accord. Alors parlons de leur religion. Que sait-on ? Alors bon, vous l'avez dit, on ne déchiffre pas leur langue et leur écriture, mais est-ce qu'on sait un peu comment était organisée leur religion, quels étaient les dieux ? Alors on le sait surtout par des textes romains. Des allusions d'auteurs romains qui en ont parlé. Et puis, on a quelques indications, justement, par l'étude des tombes, où il y a quelques noms de personnages qui sont indiqués. C'est un des avantages aussi de ces tombes. Non seulement elles sont peintes, mais assez souvent, pas toujours, assez souvent, il y a des inscriptions qui indiquent comment s'appelle ou le personnage qui est figuré, ou quel est le titre du personnage qui est figuré. Hein, et, alors, évidemment, vous parliez de polémique, là il y en a. Il y a marqué un nom à côté d'un personnage. Est-ce que c'est son nom propre ? Est-ce que c'est son titre ? Ah bah là on peut discuter. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc dans tout ça, on a des indications dans les tombes. On a des indications surtout sur la façon dont ils concevaient l'état du mort. Et on a souvent des démons. Des démons qui sont figurés. À quoi servent ces démons ? Eh ben, ils servent à protéger la tombe. Contre des démons autres, plus méchants, qui voudraient venir piller ou détruire la sépulture. Les Étrusques croyaient en un au-delà ? Assurément. Tous les peuples de l'Antiquité croyaient en un au-delà, oui. Alors une particularité, c'est leur calendrier. Est-ce qu'on peut dire qu'ils avaient un calendrier à 10 mois ? Alors, c'est une grande question, puisque, encore une fois, on n'a pas les textes des Étrusques eux-mêmes. C'est embêtant. On dépend donc de sources extérieures. Et effectivement, c'est une hypothèse que je fais. Hein. Il y a eu, pour revenir sur un fait intéressant, dans les années 700 avant notre ère, les Étrusques se sont imposés à Rome. Rome était à l'époque une petite ville de leur banlieue pratiquement. Hein. Donc ils sont imposés à Rome. Il y a eu des rois étrusques à Rome. Dans la tradition, il y en a 3. Et les spécialistes de nos jours pensent qu'il y en a eu beaucoup plus que 3, que c'était vraiment tout un pouvoir étrusque, peut-être une dynastie étrusque. Bon, toujours est-il que ces Étrusques ont beaucoup influencé Rome. Et là, dans l'histoire du calendrier romain, on apprend qu'il y avait un temps où les Romains avaient un calendrier de 10 mois. Ce calendrier de 10 mois est tout à fait extraordinaire pour quiconque a étudié les calendriers, disons, indo-européens. Tous les peuples de langue indo-européenne avaient, au premier millénaire avant notre ère, un calendrier à 12 mois. Et souvent, ils avaient des cycles d'années plus amples. Donc, je fais l'hypothèse, disons, que ce calendrier à 10 mois qui apparaît dans l'histoire romaine du calendrier pouvait être dû aux Étrusques. Mais comment ça fonctionnait ? Ce sont donc des mois à 36 jours ? Non. D'accord. Ce sont des mois lunaires, comme étaient les nôtres, donc à 30 jours à peu près. Mais il y avait 2 mois qui n'étaient pas nommés. Et ça, on en a plusieurs exemples. On a plusieurs exemples sur Terre. Beaucoup de peuples, je pense en Amérique du Nord par exemple, ils avaient une année qui ressemblait vaguement à la nôtre, qui avait 12 mois, etc. Mais ils n'en nommaient que 2 ou 3 ou 4 ou 5. D'accord. Voilà. Et pourquoi ce silence sur les 2 mois, les autres 2 mois ? Ils n'avaient aucune raison. Ah oui, ok. Ça ne les intéressait pas. Ce n'étaient pas des mois intéressants, marqués, par exemple, au point de vue agricole. Si là, c'est un mois où il n'y a rien au point de vue agricole, ce n'était pas la peine de le nommer. On vivait sur les réserves et puis ça allait très bien comme ça. Donc, on peut supposer que ce sont les mois d'hiver, les mois qui ne sont pas nommés ? On peut supposer, oui. Très bien. Alors, vous avez commencé à l'évoquer. Quelle a été l'influence des Étrusques sur les Romains ? Énorme. Énorme.
Okay. Énorme. Première chose, notre alphabet. Notre alphabet à nous, c'est l'alphabet pris par les Romains aux Étrusques, ou plutôt que les Étrusques ont apporté aux Romains. Les Étrusques l'avaient pris en Grèce occidentale. D'accord. Et un signe particulier, une différence qui apparaît tout de suite dans l'alphabet grec et dans notre alphabet, c'est que nous disons A, B, C, alors que les Grecs disaient alpha, bêta, gamma. A. Pourquoi cette différence? Eh bien, elle est due aux Étrusques. Parce que les Étrusques ne prononçaient pas dans leur langue ce qu'on appelle des occlusives sonores, donc G, et donc ils l'ont remplacé par C, que, hein, donc l'occlusive sourde. Voilà. Et donc nous disons ABC, c'est les Étrusques qui nous ont appris ça, et que les Romains l'ont repris, et voilà. Ok. La construction des villes de structure orthogonale, c'est une invention des Étrusques aussi, reprise par les Romains, non? Alors, c'est encore un dossier. Mais tout ça, faut bien voir que je parle en connaisseur, mais le connaisseur que je suis, il ne peut pas connaître des choses que personne ne connaît. Et donc, on fait des recoupements sur des choses. Et par exemple, vous prenez un camp romain. Un camp militaire romain. Eh bien, ce camp militaire romain est organisé d'une façon telle que ça rappelle des choses connues ailleurs, à savoir en Mésopotamie. Autrement dit, la structure du camp romain, avec deux routes qui font une croix au milieu, un côté qui est négatif par rapport à l'autre côté qui est positif, ce qui nous surprend tout à fait, parce qu'on voit pas du tout les choses comme ça. Bah oui, ça existe ailleurs, mais ça existe en Mésopotamie. Et qui a des rapports avec la Mésopotamie dans cette histoire? Ce sont les Étrusques, pas les Romains. Oui, vous parliez de... Alors, dans un camp, il y a 4 portes, et il y en a une qu'on condamne, on n'utilise que 3 portes, en fait. Oui, c'est ça, oui. Alors, comment et pourquoi les Étrusques ont progressivement disparu, alors que c'était une civilisation qui a eu une certaine influence? Je vous disais, les Romains, ils n'avaient pas de chance, ils avaient à moins de 100 km de la ville étrusque la plus au sud, Caéré, il y a la ville de Rome. Et ce qui est terrible, on comprend très bien les Romains au départ, ils n'ont fait que se défendre contre des voisins, voisins pas tellement étrusques, mais des voisins proches, très proches. Ils ont perfectionné leur armée, ils l'ont perfectionné, ils se sont battus avec les Étrusques, à peu près à chaque fois ils ont gagné contre les Étrusques, et puis au fil des siècles, ils ont détruit cette culture étrusque. Faut intervenir aussi sur un truc qui n'est pas souvent mentionné. On parle souvent de l'invasion gauloise à Rome. Brennus, etc. Malheureux vaincus, etc. C'est tout à fait vrai. Mais les Celtes avaient fait la même chose côté Étrurie. Et donc, les peuples d'Étrurie, on peut dire qu'avant de subir la conquête romaine, ont été affaiblis par les conquêtes celtiques. Et donc ça va loin, puisque quand Ptolémée donne au IIe siècle de notre ère une carte du monde où il détaille les noms de villes, etc., on découvre qu'il y a une toponymie d'origine celtique en Étrurie. Autrement dit, les Celtes ont non seulement cassé des cités étrusques, mais se sont installés. D'accord. Alors, dans nos grandes épopées qui ont fondé l'histoire de l'Europe, on retrouve bien sûr l'Odyssée d'Homère. Et alors, vous faites une supposition également que les Phéaciens, qui sont le dernier peuple qui accueille Ulysse et qui vont le mener vers son Ithaque, ces Phéaciens seraient peut-être les Étrusques. Ça pourrait, c'est une hypothèse. Au point de vue chronologique, ça colle. Et au point de vue de ce qui est dit des Phéaciens, ça rappelle beaucoup ce qui est dit après, plus tard, des Étrusques. D'abord, les noms des Phéaciens, ce sont le navigateur, celui qui a des bonnes rames, etc., etc. C'est exactement le type de nom que, beaucoup plus tard, la tradition mythologique grecque donnera à des Étrusques. Enfin, ce que les Grecs appellent les Tyrcènes. Bon, en plus, ces Phéaciens habitent à l'ouest d'Ithaque, on ne sait pas trop où, mais ils habitent à l'ouest d'Ithaque. Ils ont une civilisation assez brillante, plus brillante que les Grecs de l'époque, puisqu'on parle du palais d'Alkynos, on parle de choses comme ça. Bon,
quand on regarde une carte de la Méditerranée antique, la seule civilisation qu'on voit qui pourrait donner naissance aux Phéaciens, si les Phéaciens ne sont pas un peuple notamment imaginaire, bien sûr. La seule civilisation qu'on pourrait voir, c'est la civilisation étrusque. D'accord. Alors, justement, partons à la découverte de l'origine de ces Étrusques. Deux thèses s'affrontent, celle des fixistes qui veut que ce peuple viendrait de nulle part et aurait développé sa culture sur place, et la seconde qui les fait provenir de la côte anatolienne de Lydie. C'est ce que soutenait déjà Hérodote au 5e siècle avant notre ère, et c'est la thèse que vous défendez dans votre livre. Plus ou moins. Je ne dis pas que dans mon livre, je ne dis pas que les Étrusques venaient forcément de Lydie. Je dis qu'ils venaient de tous les endroits où il y avait des Tyrcènes. Les Tyrcènes, ce sont les ancêtres, les précurseurs des Étrusques. D'ailleurs, le mot étrusque est une déformation du mot Tyrcène. Et ils étaient répartis tout autour de la mer Égée, avec une dominante dans le nord de la mer Égée. Et on sait qu'il y avait des Étrusques aussi qui sont passés en Crète et qui ont joué un grand rôle à très haute époque. Enfin voilà. Et donc, j'en viens dans mon livre à dire que l'Étrurie a été pour les Étrusques à une certaine époque leur terre promise. D'accord. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de véritable patrie ailleurs, ils étaient dispersés. Et là, le fait que des premiers aient pu s'imposer en Étrurie, autour du côté de l'île d'Elbe, donc ça fait un appel. Et beaucoup de Tyrcènes répartis dans toute la mer Égée, dans l'Anatolie occidentale, bien sûr aussi, et se sont dirigés vers la Toscane, vers l'Étrurie. Voilà. Alors, c'est une période, alors on va dire, c'est quoi? C'est le 12e, 11e siècle, cette grande migration? Vous avez raison, pour vue chronologique, les plus anciennes preuves archéologiques de la présence de gens qui ne sont pas des indigènes, c'est au fin 9e siècle, avant notre ère. Fin 9e siècle. On a les premières, tout près de l'île d'Elbe, on comprend alors localisation que les tout premiers Tyrcènes qui allaient dans ce coin-là, c'était parce qu'ils voulaient se procurer du fer. Et l'île d'Elbe, c'était pratiquement une montagne de fer. Voilà. Donc les tombes étrusques les plus anciennes sont donc à la fin 9e siècle, presque en face de l'île d'Elbe, sur le continent. Et ce sont les premières tombes bâties. Alors que les indigènes, les locaux, disons, ne faisaient pas du tout ça. Ils faisaient des tombes enterrées sous terre, avec une urne au-dessus, enfin des choses comme ça. Ou un décor au-dessus, voilà. Alors c'est une période, dans toutes les civilisations, on parle de ces grandes évolutions, la civilisation mycénienne s'effondre, on parle des peuples de la mer qui provoquent des troubles dans toute cette région. Est-ce que ces Tyrcènes feraient partie de ces peuples de la mer ? Oui. Alors, écoutez, vous avez raison. Il y a, en gros, vers 1200 et après, donc au XIIIe siècle avant notre ère, XIIIe, XIIe siècle avant notre ère, un effondrement colossal de quantité de civilisations de l'âge du bronze. On a les Mycéniens, on a les Hittites, on a Ougarites sur la côte syrienne. Voilà, toutes ces civilisations s'effondrent et le seul qui ne s'effondre pas, c'est l'Égypte. Et l'Égypte, elle nous lit. Alors tout à fait, ce sont des textes qui nous le disent, et de manière répétée. Il y a eu 3 invasions. Ils nous disent, on a été envahis par les peuples de la mer et du Nord. Envahis par des navigateurs de la mer et du Nord. Ils appellent ces peuples qu'ils ont attaqués, peuples de la mer et du Nord. Et ils donnent les noms de ces peuples. Alors c'est passionnant, parce qu'on a beaucoup de noms qu'on retrouve ailleurs, qu'on connaît par ailleurs. On a par exemple les Poulatati. Les Poulatati, c'est qui? C'est tout simplement ce que la Bible appelle les Philistins, ce que notre transcription de la Bible appelle Philistins. Ce qui deviendra la Palestine ou les Palestiniens. Exactement. Et d'ailleurs, quand on entend Palestine, on est plus proche de Poulatati que de Philistins. Voilà. Et parmi ces envahisseurs, une fois, il y a un peuple que les Égyptiens appellent Toursa. Toursa, T-U-R-S-A, Toursa. Et ce mot Toursa, ça paraît très proche du radical du nom des Tyrcènes. On dit Tyrcènes, mais les Grecs anciens disaient Toursénoi. Donc Toursénoi, ça ressemble beaucoup à Toursa.
Mhm. Donc Henoï est un suffixe. Ouais. Donc si on retire Henoï, c'était les tours quelque chose, Mhm. et les Égyptiens parlent des tours chats. Oui. Voilà. Tout ça laisse vraiment penser que les Étrusques, enfin des Étrusques de la mer Égée, des Mhm. Circènes, Oui. ont participé à l'attaque des peuples de l'Amérique du Nord contre l'Égypte. Mais ces peuples seraient donc situés en Chalcidie, en Thrace, sur la côte ouest anatolienne. Mais est-ce qu'ils ont une communauté de culture? Comment est-ce qu'on les identifie? Ah bah alors écoutez, ça c'est, on rentre déjà dans ce que j'ai dû écrire Oui, pour retracer l'origine des oui, Étrusques. oui. On avait, je vous disais tout à l'heure, les Circènes étaient dispersés, Mhm. mais on avait une communauté particulièrement importante dans le nord de la mer Égée, Oui, oui. vers Lesbos, Mhm. Samothrace, etc., et la Troade. Donc des secteurs du nord de la mer Égée, Mhm. du nord-est de la mer Égée. Oui, Là, ils étaient particulièrement bien représentés, puisqu'on a ok. même des stèles découvertes à la fin du XIXe siècle, deux stèles Mhm. qui montrent que des gens enterrés là, c'est des stèles funéraires, que Oui, des gens enterrés là parlaient une langue très proche de l'étrusque. Et puis on a l'histoire de Pythagore. oui, Le père de Pythagore était un Tyrcène hellénisé, comme beaucoup, oui. et il a quitté une île du nord de la mer Égée pour venir s'installer à Samos. Mhm. Et il a eu ses enfants, dont Pythagore, Oui. à Samos. Mhm. Donc voilà, on a un exemple typique d'un Tyrcène qui s'insère dans la civilisation grecque Oui. et qui joue un rôle extraordinaire puisque Pythagore est devenu une sorte d'instituteur Oui. de la Grèce. Mhm. Hein. Et je rappelle dans mon livre Oui. que c'est assez extraordinaire comme phénomène, Mhm. des choses que Pythagore a enseignées aux Grecs. Oui. Vers la même époque, un des rois étrusques de Rome, Servius Tullus, Mhm. ne l'enseignait pas, mais il le pratiquait à Rome. D'accord. Voilà. Et donc Pythagore, on le connaît parce que il a théorisé les mathématiques et justement les Étrusques seraient des mathématiciens ou auraient en tout cas pratiqué les nombres. Oui, vous avez raison. Et là, c'est encore un grand mystère, mais sur lequel on a un certain nombre d'informations, de recoupements. Mhm. Les Étrusques étaient entre autres, beaucoup d'Étrusques étaient des savants. Ouais. Beaucoup pratiquaient les mathématiques et Mhm. des mathématiques avancées, Ouais. puisque, disons que la notion même du triangle rectangle, c'était des connaissances des Étrusques. Hein. Ouais. Elles Mhm. nous arrivent par les Étrusques, c'est-à-dire par Pythagore. Mhm. Voilà. Et puis j'ai insisté aussi beaucoup sur leurs connaissances botaniques. Oui. Connaissances botaniques des Étrusques dont les Romains témoignent et Mhm. dont les Grecs témoignent aussi. Oui. Donc on a un recoupement. Les Étrusques s'intéressaient beaucoup à certaines plantes, oui. Oui. Notamment Et à certaines Théophraste. qualités, à Oui. certaines vertus des plantes, etc. Oui. Oui. Notamment Théophraste qui, pour désigner la colchique, s'est renseigné auprès des Tyrènes. Des Tyrcènes, d'Héraclée, oui. Oui. Et alors, il y a un héritage mésopotamien aussi de ces Tyrcènes. Alors, ça, c'est un grand mystère, il n'y a que des mystères dans cette histoire. Mhm. Quand on cherche les tenants, les éléments qui composent la culture étrusque, Mhm. on s'aperçoit que beaucoup de choses rappellent directement la Mésopotamie. L'exemple le plus parlant, ce Oui. sont les foies, Oui. foie, Oui. 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 hein, Oui. les foies Oui. en céramique ou en bronze que faisaient les Étrusques, parce que Mhm. ça les intéressait pour des questions de divination. Oui. On observait comment était fait le foie pour en tirer des conclusions. Mhm. Où est-ce qu'on retrouve ça? On ne retrouve pas ça chez les Grecs, on ne Ouais. retrouve pas ça chez les Romains, on ne retrouve pas ça en Anatolie. Non, il faut aller en Mésopotamie pour trouver la même chose. Mhm. De la même façon, je disais tout à l'heure que Oui. les Étrusques plaçaient des démons pour protéger la tombe. Oui. Bon, Oui. alors, même chose. Mhm. Où est-ce qu'on trouve des démons souterrains comme ça? Oui. En Grèce, non. À Rome, non. En Anatolie, non. Mhm. Il faut aller en Mésopotamie. Oui. Et en Mésopotamie, on retrouve des démons qui protègent les tombes. Et on a parlé tout à l'heure du camp romain, Oui. qui a une géographie Oui. interne extraordinaire, puis Mhm. un des côtés négatifs par rapport à l'autre côté, ça se retrouve exactement en Mésopotamie. Mhm.
Voilà, donc je suis amené à remarquer un certain nombre de points communs entre les Étrusques et la Mésopotamie, et je ne dis pas qu'il y a eu influence, parce que ce serait extraordinaire qu'une influence complexe ait passé de la Mésopotamie en Oui. Étrurie. Je dis que les ancêtres des Étrusques ont fréquenté la Mésopotamie. Mhm. Et il y a, alors on l'a déjà évoqué, l'importance des nombres. Le chiffre 12 a une importance tant dans la Mésopotamie que chez les Étrusques. Tout à fait, Mm. tout à fait, oui, oui. Et on a d'autres héritages de cette culture mésopotamienne. Alors justement, les dieux stellaires, est-ce qu'ils vouaient un culte aux astres, les Alors, Étrusques? vous avez raison d'en parler. Ouais. Euh, oui, nous savons par des sources plutôt tardives. Mhm. Hein, il y a un auteur du IVe siècle de notre ère qui se penche sur des choses anciennes Oui. et entre autres il nous fournit des données sur les Étrusques qui avaient à son époque complètement disparu. Mais il cherche dans des sources romaines qui en ont Ouais. parlé, voilà, et Mhm. il nous révèle l'importance des dieux stellaires. Ils nous apprennent que les Étrusques divisaient le ciel, disons, en grands rectangles, Ouais. en une série de grands rectangles. Dans tel rectangle habitait tel dieu Mhm. qui faisait le tonnerre, dans tel autre habitait tel dieu qui s'occupait du destin, etc., etc. Et donc, on a là une religion qui est tout à fait différente de ce qu'on connaît en Grèce ou à Rome, dans un Mhm. pays indo-européen. Oui. C'est tout à fait autre chose. Et puis, par contre, ça rappelle directement ce que faisaient les Mésopotamiens. Mhm. Et un autre point important, c'est la musique. On l'a pas encore évoqué. Oui. Il y a des parallèles entre les instruments mésopotamiens et étrusques, notamment. Oui, ce qu'on a, c'est encore des indications textuelles Oui. qui nous parlent des inventions. Il y a des écrits entiers là-dessus, dans Pline par exemple, enfin, Oui. dans d'autres, qui nous disent un tel a inventé telle chose, un tel a inventé telle chose, un tel a inventé... Et dans le cas des instruments de musique, c'est assez souvent, comme des armes aussi d'ailleurs, Mhm. c'est assez souvent des Étrusques, des Tyrcènes, enfin Oui. voilà. Ce sont ces gens-là à qui on attribue l'invention de tel instrument de musique. C'est des indications mythologiques, bien sûr. Oui, oui, Ça n'a bien pas sûr. été inventé par un monsieur un tel. Oui, oui. Mais en tout cas, c'est une indication intéressante, puisque ça nous donne l'idée que les Grecs ou les Romains ont hérité cet instrument de musique de la part des Tyrcènes ou Étrusques. Mhm. Et alors, il y a aussi une importance de certaines couleurs, et notamment le rouge. Oui. Dites-nous, expliquez-nous. Oui, oui. Alors, bon, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je me suis occupé beaucoup des Indo-Européens. Oui, Et quand on étudie les couleurs chez les Indo-Européens, oui. le rouge, c'est évidemment la couleur de la guerre. Hein. Mhm. D'accord. Euh, C'est le sang ou... euh, Ouais. Oui, du sang, bien sûr, oui. Ouais. Bon, et quand on regarde d'autres données, des données romaines, par Mhm. exemple, qui ne Mhm. s'expliquent pas par la guerre, ou pas directement par la guerre, et oui, on voit le rouge qui est apotropaïque. Oui. Hein. Apotropaïque, ça veut dire qu'il repousse. C'est-à-dire qu'une couleur, si je mets du rouge sur moi, Mhm. ça Ça me protège. permet de ne Ouais. pas être attaqué. Et donc, ne pas attaqué par des hommes ou attaqué par des maladies. Hein. Oui, oui. Voilà. Donc, des recoupements, encore une fois, laissent penser que ça pourrait être une idée qui venait des Étrusques. Oui. Et on le retrouve notamment dans la toge prétexte, Oui, 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 oui. qui était portée Oui, par les Romains, en fait. Non, c'est ça? oui, bien sûr, c'était une robe faite de rouge et de blanc, portée, oui, par des jeunes gens à Rome, bien sûr, oui. Mhm. Moi, je disais tout à l'heure que les Étrusques ont laissé une énorme influence à Rome, oui. Oui, oui. Alors parlons de cette migration. Vous avez commencé à l'évoquer. Hérodote dit que c'est suite à une famine que Catys aurait divisé son peuple en deux et aurait envoyé son fils Tyrène vers l'ouest. Oui, Qu'en est-il vraiment? une telle explication est mythologique. Oui, C'est-à-dire que l'idée que l'origine d'un peuple vient d'un événement, plus personne n'y croit de nos oui, jours. oui, bien sûr. L'origine d'un peuple, c'est forcément un phénomène complexe. Mhm. Et donc, comment dire, Hérodote a dû recueillir cette tradition sur place, en Lydie. Oui. Peut-être y avait-on un véritable souvenir d'une émigration de Tyrcène vers un ailleurs. Oui, En fait, j'aboutis dans mes propres recherches qui apparaissent dans ce livre, oui. c'est que les Tyrcènes, encore une fois, sont venus de plusieurs endroits et ont Mhm. convergé en Étrurie. Je Oui. donne deux exemples simplement. Une des principales villes, et la grande ville du sud, la grande métropole du sud, c'était Tarquinia.
Tarquinia, c'est un nom qui est un nom anatolien, qui dérive du nom du dieu du tonnerre anatolien. Bon, maintenant, un autre exemple, la seconde ville du sud, la plus proche de Rome, s'appelait Caere. Caere, c'est le nom aussi, enfin, avec un suffixe, c'est le nom de Cairatos, qui est un des noms de la ville de Knossos en Crète. Or, je disais, il y a eu des Tyrcènes en Crète. Autrement dit, on a l'impression, en regardant seulement ces deux noms, qu'une partie des Tyrcènes venait de Crète et une partie venait d'Anatolie. Et c'est normal, ils étaient répartis dans tous ces endroits-là. Donc, beaucoup de Tyrcènes, bon, ils étaient liés, ils se connaissaient, ils étaient liés par des voies commerciales, disons. Donc, des Tyrcènes de la mer Égée, voyant que ça marchait pour eux en Étrurie, s'ils pouvaient se tailler un espace vital, eh bien, ils se sont massivement tournés vers cette nouvelle province. Tellement massivement qu'ils ont, par exemple, complètement disparu de Crète. On connaît leur présence crétoise par des textes historiques, mais sur le terrain, non. On n'a plus du tout de traces c'était une époque trop haute, trop ancienne, c'est vers le Xe siècle, disons. Tout ça, c'est des recoupements. Et donc, les Étrusques résultent d'une convergence, de sorte, des Tyrcènes de divers endroits. Donc, de Lydie, peut-être entre autres, mais aussi de Crète, du nord de la mer Égée, etc. Très bien. Un point important, on l'a déjà évoqué, mais j'aimerais qu'on en reparle quand même. Il y a des rois étrusques qui font partie des premiers rois romains, et notamment la dynastie des Tarquins. Oui. Dont un est particulièrement fameux parce qu'il a abusé de Lucrèce. D'après la tradition romaine, il y a eu 3 rois étrusques. D'abord Tarquin, le premier, qu'on appelle Tarquin l'Ancien. Ensuite, il y a eu un nommé Servius Tullius. Et après, il y a eu Tarquin, qu'on appelle le Superbe. Et c'est là qu'il y a eu un incident grave. Son fils, qui était à l'armée, fait le pari qu'il pourra subvertir la femme d'un autre officier. Il va à Rome, il veut coucher avec la dame, elle refuse, il la viole. Et elle se suicide. C'est Lucrèce, la fameuse Lucrèce. C'est Lucrèce. Alors, cette migration des Tyrcènes vers l'Étrurie aurait influencé ou aurait inspiré l'Énéide de Virgile. Oui. Dites-nous, pourquoi ? L'Énéide raconte comment des gens venant de Troie, Énée venant de Troie, quittent la Troade en faisant tout un circuit en Méditerranée. Ils passent à Carthage, ils passent en Péloponnèse, ils passent en plusieurs endroits, et il vient fonder, par mariage, le peuple latin. Bon, c'est ce que raconte Virgile. D'accord. Maintenant, si on regarde ça avec un œil d'historien, on s'aperçoit que c'est complètement mythologique. C'est tout à fait impossible que les Latins soient venus de Troie. Les Latins faisaient partie de la famille italique qui était localisée en Italie. D'accord. En revanche, quand on regarde juste à côté, Virgile est très tardif. Il est contemporain des derniers Étrusques. Donc, quand on regarde juste à côté, on voit qu'il y a l'Étrurie, que les Étruries, ce sont donc des anciens Tyrcènes, et que les Tyrcènes, eux, ont été dans pratiquement tous les endroits signalés dans l'Odyssée. Ils étaient en Troade, et il vient de Troade, ils étaient en Grèce, ils étaient dans le nord de la mer Égée, ils étaient dans plusieurs endroits comme ça, et ils étaient même en Tunisie. Et Énée va en Tunisie rencontrer la reine de Carthage, Didon. Bien sûr. Et voilà. Et donc tout ça, c'est entièrement mythologique quand on lit Virgile, mais quand on se rappelle que les Tyrcènes avaient fréquenté les mêmes endroits, on se dit c'est quand même curieux. Donc il pourrait y avoir une inspiration lointaine de ce périple. Une inspiration lointaine, je ferais bien l'hypothèse d'un récit Tyrcène qui avait circulé, qui avait atteint Rome, et c'est ce récit écrit qui a pu inspirer Virgile. D'accord, parfait. Eh bien, nous arrivons au terme de cette plongée captivante aux origines des Étrusques. Un immense merci, Bernard Sergent, pour la clarté, la richesse et la profondeur de vos analyses.
Votre ouvrage, L'aube des Étrusques, est une invitation à repenser les débuts de l'histoire méditerranéenne sous un jour nouveau. Je vous encourage vivement, chères auditrices et auditeurs, à le lire. Et si vous aimez les voyages, notre invité en organise 4 par an, dont un notamment sur les pas des Étrusques en Italie. Pour connaître tous les détails, il vous suffit d'aller sur son site bernardsergent.fr. Vous y découvrirez également les conférences qu'il propose tout au long de l'année, principalement à Paris, à la Passerelle, dans le 11e arrondissement. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je crois que vous avez dit l'essentiel. D'accord. Alors, dans notre prochain épisode, nous poursuivrons cette exploration des origines avec Christophe Darmanjat, économiste et anthropologue, spécialiste des sociétés sans État. Il nous parlera de son dernier livre, Casus Belli, la guerre avant l'État, paru aux éditions de La Découverte en août de cette année. Un essai percutant qui interroge les racines profondes du conflit humain. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre curiosité. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast en allant sur le site de la radio. À très bientôt pour une nouvelle escale intellectuelle dans Tetra Pharmakos. Merci beaucoup et au revoir, Monsieur Sergent. Au revoir, merci beaucoup à vous. Je vous en prie.